Bonjour Yann Salé, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc responsable de l'Observatoire de la finance à impact social chez FAIR, c'est le pôle d'expertise français de la finance solidaire, Ça, ouais. créé l'an dernier. C'est né d'une fusion, c'est ça en quelques mots pour Ouais, tout à expliquer fait. FAIR en fait est issu de la fusion de Finansol, qui est un acteur historique de la finance solidaire, gérant du label Finansol, le plus vieux label de finance responsable en Europe, qui a fusionné du coup l'année dernière avec l'association qui s'appelle l'Impact Invest Lab, qui est un laboratoire de recherche en fait sur les sujets d'impact, pour créer FAIR en fait et matérialiser ainsi l'appartenance de la finance solidaire à ce mouvement plus grand en fait de la finance à impact social. Quand on dit finance solidaire, on va vraiment présenter les résultats de ce baromètre que vous publiez avec la Croix, mais quels projets sont financés par la finance solidaire? Vous voyez ce que je veux dire? On va dans quelle direction en fait? Ouais. Alors historiquement en fait la finance solidaire s'est développée en fait pour combler un déficit de financement des associations, des coopératives, des mutuelles en fait du secteur de l'économie sociale et solidaire, en particulier dans certains territoires un peu délaissés par les pouvoirs publics, le Pays Basque, la Bretagne, la Corse, voilà, où il y avait un déficit de financement public. Donc c'est comme ça que la finance solidaire a émergé il y a 20 ans. Donc c'est l'idée de financer des associations à côté de chez soi, des centrales énergétiques, voilà, des choses très concrètes en fait, qui améliorent la vie des gens. Le premier objectif, j'ai vu qu'à 52%, c'est un objectif social, c'est ça? Alors historiquement, c'est comme ça que ça s'est développé autour des foncières notamment. Donc c'est finalement un accès au logement pour des gens qui sont très fragiles, qui ne pourraient pas accéder au HLM par exemple. Donc ça c'est vraiment le cœur de métier. Mais également les personnes âgées, les personnes malades. Voilà. Donc c'est de là que sont les plus gros acteurs de la finance solidaire effectivement. Alors vous publiez avec nos confrères de la Croix ce baromètre de la finance solidaire, 20e édition. Est-ce que déjà si on fait un constat un peu global, en 20 ans, il y a une progression qui est continue du développement de la finance solidaire? Oui, tout à fait. Là, pour donner un chiffre, en 3 ans, la finance solidaire a doublé. Donc, on voit vraiment une appétence des Français. Et en fait, cette dynamique, elle est forte. Elle est là depuis très longtemps. Aujourd'hui, il y a près de 180 produits labellisés Finansol. Ils sont disponibles à peu près dans tous les réseaux et pour tous les particuliers. C'est vraiment diversifié et c'est une finance en fait qui parle beaucoup aux gens parce qu'elle est très transparente, elle est très matérielle, en fait très concrète, beaucoup plus que d'autres formes de finance responsable. Ouais. Quelques chiffres sur l'année dernière, les chiffres 2021, un encours global de la finance solidaire de 24,5 milliards d'euros, une progression sur un an de plus de 5 milliards d'euros, soit 26% de progression. Effectivement, on retrouve ces chiffres. Je crois que 5 milliards d'euros, c'est un record de progression en valeur absolue, c'est ça? Tout à fait. Chaque année, on bat les records en finance solidaire. C'est quelque chose d'assez incroyable d'un point de vue du dynamisme, de la collecte, de l'épargne, mais également cette année, ce qui est particulier du côté des investissements, puisqu'on a pratiquement 700 millions d'euros d'investis dans des acteurs à fort impact social. Et ça, pour le coup, c'est plus de 40% de plus que l'année dernière. On voit un rattrapage, sans doute, suite à la période crise Covid, qui a un petit peu ralenti l'activité des opérateurs. Il y a un grand dynamisme. Donc ça veut dire que ça s'équilibre entre le grand public, les investisseurs professionnels? Alors la finance solidaire, c'est plutôt une finance de particuliers. Donc on y accède à travers des supports qui sont labellisés Finansol, c'est le Sésame, qui sont aussi bien des livrets que des OPC, donc des produits cotés, également des titres d'entreprises qui font appel public à l'épargne, par exemple à travers des plateformes de crowdfunding. Ça, c'est vraiment le cœur de la finance solidaire, c'est ce lien entre l'épargnant et le projet, avec vraiment une logique de transparence, c'est-à-dire qu'on génère beaucoup d'informations à destination de l'épargnant afin qu'il sache comment son argent est utilisé. Et ça, pour mon sens, également, ça traduit quelque chose que les gens apprécient. Oui. C'est quoi? C'est peut-être l'un des premiers leviers qui permet de basculer vers la finance solidaire. Là, je parle des particuliers, du grand public. Il y a cette demande de transparence. Absolument, je pense que ça, c'est une appétence générale de toute façon sur l'utilisation de l'argent. On le voit avec des applications comme Rift, par exemple, qui permettent de mieux comprendre comment utiliser son argent. Là, ce qui va être en plus, ça va être ce côté aussi impact social et environnemental positif. C'est-à-dire qu'on va vraiment soutenir des personnes en grande fragilité. On va travailler sur de la rénovation, par exemple, du bâti pour des personnes qui sont très fragiles, qui auraient du mal à se financer pour réduire leur coût de chauffage, par exemple. En ce moment, c'est vraiment d'actualité. C'est ce genre de choses. Est-ce que la loi Pacte a joué, je sais que la loi Pacte a joué un rôle, mais quel rôle, en quoi ça a été un accélérateur du développement de la finance solidaire? C'est vrai que la finance solidaire s'est développée
développé à travers une série de lois. Et la dernière en date, c'est la loi Pacte, qui oblige en fait tous les assureurs à proposer une unité de compte solidaire, donc un petit support en fait solidaire dans tous les contrats d'assurance vie qui sont proposés aux particuliers aujourd'hui. Donc ça a effectivement été un accélérateur. Ce baromètre, il permet de voir la progression sur 20 ans de l'épargne solidaire dans le patrimoine des Français. Et alors en pourcentage, en 20 ans, c'est juste vertigineux. C'est combien déjà? On passe de 0,02% de l'épargne financière des Français à 0,42%. Ouais. Ça reste petit, mais en dynamique très forte de croissance. Oui, ça fait plus de 1000% en dynamique de croissance. Mais effectivement, 0,42%. Ça reste une goutte d'eau par rapport à la finance, à l'épargne globale. C'est aussi ce qu'il faut avoir en tête. Oui, tout à fait. Alors au niveau de faire, en fait, notre objectif, c'est d'atteindre 1% rapidement. Et on est dans une logique de croissance qui devrait nous permettre de le faire. Et aujourd'hui, par exemple, des canaux comme l'assurance vie sont des nouveaux canaux de croissance pour la finance solidaire. Maintenant, il reste aux acteurs, aux assureurs de faire la promotion des produits pour que les Français y souscrivent. Ouais. Est-ce qu'il y a des... Alors, vous disiez, il y a 20 ans, quand ça s'est créé, il y avait une notion géographique. Avec des territoires qui étaient peut-être un peu sous les radars de l'État, on va dire ça comme ça. Mais est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, peut-être pas géographiquement, mais des secteurs, des zones, des secteurs d'activité qui sont de la même façon pas encore touchés et qui auraient besoin de cette finance solidaire? Vous voyez ce que je veux dire? Si on se met par rapport à la taille des enjeux, en fait, c'est très clair. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça que nous apporte l'impact. Donc on essaie de tirer les meilleures pratiques en fait, pour enrichir la finance solidaire. C'est la mise en perspective avec la taille des enjeux. Et on voit par exemple les questions de lutte contre le changement climatique. Donc il y a l'importance de remplacer toutes les chaudières à gaz, tous les systèmes en fait, qui sont émetteurs de gaz à effet de serre. Donc cette dimension un peu environnementale qui va venir en plus du solidaire, puisque pour le label Finansol, il faut toujours qu'il y ait une dimension sociale et l'environnemental vient en plus. D'accord, donc c'est quelque chose qui se couple. Donc là, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'à horizon, je ne sais pas, 5 ans, vous allez aider grâce à cette finance solidaire des particuliers qui ne pourraient pas, dans d'autres cas de figure, changer de système de chauffage, tout simplement. C'est un exemple, effectivement, de public qu'on va aller chercher à cibler. Après, ça peut être des crèches, ça peut être des territoires ruraux, par exemple des villages où il n'y a plus d'activité économique. On va être en capacité de remettre en fait, des épiceries, des lieux d'activité en fait, pour redynamiser des villages. Ça, ce sont des enjeux qui sont très prégnants avec des acteurs, par exemple, comme Village Vivant. Qui sont extrêmement dynamiques et qui ont beaucoup de succès là-dessus. Donc là, on est effectivement dans l'économie de proximité. Vous nous l'avez dit en ouverture, la création de Fer, c'est Finansol et un spécialiste de l'innovation dans le secteur. Qu'est-ce qu'il faut inventer? Vous voyez ce que je veux dire? En quoi on innove dans ce secteur de la finance solidaire aujourd'hui? Alors, l'acteur avec lequel Finansol a fusionné travaillait beaucoup sur un outil qu'on appelle les contrats impact social, qui est en fait un espèce de contrat tripartite entre l'État, une association qui va être opératrice et une banque en fait qui va financer. Et en fait, l'État rembourse la banque seulement si l'opérateur atteint des objectifs d'impact qui se fixent au préalable. Donc, c'est un schéma un petit peu compliqué. Ça montre bien un petit peu comment est-ce qu'on introduit ces logiques d'impact. Aujourd'hui, au niveau de l'impact, le grand cadre plus important, c'est celui qu'on appelle les objectifs de développement durable de l'ONU, qui nous fixent des objectifs à horizon 2030 pour la France, mais comme pour le reste du monde, aussi bien sur les aspects sociaux qu'environnementaux. Et la grande innovation qui reste à faire, c'est justement travailler sur l'efficacité de l'allocation d'actifs pour atteindre en fait les enjeux les plus cruciaux des objectifs de développement durable au niveau de notre pays, voire au niveau des régions et des départements. Ils ne sont évidemment pas les mêmes en fonction des endroits. Oui, évidemment. Je voudrais qu'on termine simplement avec une petite ouverture sur le monde. Ce chiffre que vous donniez tout à l'heure, 0,42% de l'épargne solidaire dans le patrimoine des Français, au niveau mondial, c'est encore pire, je mets des guillemets. C'est-à-dire ça représente quoi au niveau mondial? Alors, c'est un peu difficile à dire parce qu'en fait, cette finance des particuliers, par exemple, n'existe pas. Dans le reste c'est vraiment une innovation française avec des produits par exemple qu'on appelle les 90-10 où finalement 90% de l'argent de l'épargne va être placé sur les marchés et 10% va pouvoir être investi dans des entreprises non cotées, donc de l'économie sociale et solidaire. Et c'est cette innovation française en fait qui permet d'aller chercher les particuliers et de leur permettre justement de devenir investisseurs à impact. Mais dans les autres pays, c'est une finance plutôt institutionnelle
Voilà, donc c'est difficile de mettre en perspective les chiffres. Ouais. En France, pour le coup, les investisseurs institutionnels sont un petit peu en retard. On estime qu'ils investissent à peu près 1 milliard d'euros dans des acteurs de l'économie sociale et solidaire. En dehors des banques, évidemment, les banques sont plus impliquées. Mais voilà, et là, on se fixe également un objectif à 1%, en sachant que la gestion d'actifs en France, c'est à peu près 3 000 milliards. Ce serait atteindre 30 milliards d'engagements des investisseurs institutionnels dans la finance solidaire. Merci beaucoup, merci Yon Saleh, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, la filière cuir s'engage.